Bonjour. 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 Voilà, on va faire les petits réglages techniques habituels. En plein air, c'est original ça. Oh, je ferais bien pareil. Nous, ce sont des en plein air. Seb, je suis émerveillé de la résistance de tes yeux devant le nombre de vidéoconférences que tu suis. Bravo. C'est pour ma propre recherche, donc c'est nécessaire que je sois là, que je dois être là. C'est très bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Bien voilà, donc nous allons commencer ce petit webinaire sur le ballon solaire. On va un petit peu vous raconter toute cette expérience-là. Je vais partager mon écran, mais avant cela, on va aussi voir si tout fonctionne convenablement. Voilà, est-ce que vous voyez la présentation s'afficher à votre écran? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon? Bien, on va la démarrer. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que ma collègue a expliqué, donc l'ASBL Hypothèse, le Centre didactique des sciences et l'accompagnement des enseignants pour principalement les cours d'éveil scientifique, mais qui est destiné aux enfants de 3 à 14 ans. Alors, les différentes revues sont disponibles évidemment sur le site internet, comme Florence vous l'a expliqué tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et dans les projets, nous avons peut-être celui qui pourrait vous intéresser le plus, qui est les Stimulisciences, qui sont les séances au cours desquelles on peut accompagner des enseignants dans la réalisation d'un projet. Entrons dans le vif du sujet. J'imagine que vous avez bien compris quel était le mode de fonctionnement. Moi, je ne vois pas. Florence, tu es avec nous? Oui. Tu vois les enregistrements des commentaires affichés, la boîte de dialogue? Oui, voilà, je la vois. Voilà, très bien. Et donc, si tout le monde sait bien comment fonctionne le chat et la discussion, comment ça marche, moi, j'aurais simplement aimé savoir quel était votre état d'esprit en ce printemps, à la fois ce printemps bien ensoleillé aujourd'hui, et puis ce printemps des sciences un petit peu particulier. Donc voilà, je vous invite à mettre un petit mot pour voir si tout fonctionne bien. Ça va? Tout le monde a mis un petit mot? Allez, on va avancer. On va avancer. Bien. Je vais donc vous parler du ballon solaire. Alors, le ballon solaire, c'est une magnifique expérience assez grande, à plus d'un titre, qui a été réalisée à plusieurs reprises avec différentes écoles, des écoles de l'enseignement primaire et des écoles de l'enseignement secondaire. Il y a deux outils pour aborder l'histoire de ce ballon solaire. Un dossier pédagogique que vous pouvez consulter sur le site internet de l'ASBL. Là, je vous ai mis une mini URL et un code barre qui seront disponibles aussi en consultation par après, et un web documentaire à partir duquel je vais plutôt réaliser la présentation aujourd'hui. Alors, le projet, il consiste en une série d'activités qui fait intervenir l'interdisciplinarité. Donc, il s'agit des cours de sciences, des cours de technologie, aussi du numérique, on va le voir par après, et ça va s'étendre du primaire jusqu'au début du secondaire. Mais bien évidemment, on peut toujours adapter, et vous allez voir la raison pour laquelle je dis ça dans un instant, on peut toujours adapter les projets en fonction du public que l'on a en face de soi et le réaliser avec des élèves du supérieur aussi. L'objectif est de construire un ballon solaire de A à Z, de réfléchir à la manière dont on va le construire et surtout le comment, le pourquoi,
afin de récolter des données en utilisant des capteurs. C'est là évidemment que va apparaître l'aspect numérique. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Bien évidemment, c'est aussi, peut-être encore plus à l'heure actuelle, quelque chose de tout à fait important à développer. Pouvez-vous juste faire un petit retour en arrière pour que je puisse faire une photo de vos QR codes? Bien sûr. Merci. C'est bon, merci. Merci, je vous en prie. Donc, dans cette séance, eh bien, on fait apparaître pas mal de choses importantes puisque nous allons travailler sur les sciences qu'il ne faudra pas confondre avec le cours de technologie et le cours de technologie qui ne devra pas être confondu avec le cours de sciences. Vient se greffer là-dessus le numérique avec des notions de programmation, avec l'apprentissage du code, mais ça n'est pas là la finalité. La finalité, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces données que l'on va récupérer. Et on va passer par toute une série de concepts scientifiques qui seront abordés, mais surtout adaptés en fonction de l'âge des jeunes apprenants. Alors en pratique, ça veut dire que le webdoc va vous présenter d'une part les séquences qui ont été réalisées. Qu'entend-on par séquence? Eh bien, ce sont toutes les démarches d'apprentissage qui sont mises en route pour à la fois le cours de technologie, le cours de sciences et le numérique. En même temps, nous avons travaillé a priori et a posteriori pour réaliser une analyse didactique de tout ce qui s'était passé et porter une réflexion sur cet apprentissage. Alors le travail, il a été réalisé avec plusieurs enseignants, donc il y avait 4 enseignants de 3 écoles primaires et un enseignant du secondaire. Dans ce webdoc et dans la partie qui est plus didactique, on se pose énormément de questions. Florence, tout à l'heure, dans la première partie de ses présentations, vous a expliqué tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté dans la manière dont nous imaginons le fonctionnement des élèves et puis dans la réalité à laquelle on se trouve confronté quand une observation ne correspond pas du tout à ce qu'on pouvait imaginer. Il est donc important alors à ce moment-là de reformuler clairement, de confronter nos idées, de vérifier ces fameux malentendus dont nous allons reparler un petit peu par après. Et tout ça va se construire à travers les étapes de la démarche scientifique. Et là aussi, on peut travailler de plusieurs manières. D'une part, en partant d'un document qu'un apprenant va compléter, ou alors à l'inverse, c'est lui-même qui va créer sa séquence d'apprentissage et la prise de notes des informations dont il aura besoin pour réaliser son travail. Alors la partie webdoc qui reprend les séquences, elle va démarrer avec la construction d'un ballon. Pour ça, il va falloir d'abord imaginer ce ballon, puisque le matériel qui est fourni, c'est une grande bâche noire, je vous donne déjà un petit indice, en plastique, et quand on déplie cette bâche, eh bien, elle fait la longueur la diagonale d'un hall omnisport, puisque c'est là que nous l'avons assemblé. Mais avant cela, on va faire réfléchir les enfants, évidemment, sur comment passer d'un plan à un volume, et en particulier la sphère. Ensuite, il va falloir réaliser la maquette, et puis de cette maquette qui s'apparente davantage au cours de technologie, mais on va passer à la construction, à l'assemblage du ballon. On va aussi réfléchir à la manière dont ce ballon peut monter et quels sont les éléments qui vont permettre au ballon de monter. C'est là aussi qu'on va découvrir pas mal de petits malentendus sur lesquels on va revenir dans un instant. Quand nous aurons mis au point les différents aspects du fonctionnement du ballon, et ce que ça sous-entend comme concept, on va alors aborder la problématique numérique. Ici, on vous a mis un petit exemple avec Bis, une petite abeille qui se déplace et que les enfants ont programmé, pour enfin construire ce ballon et au final récolter les données sur l'environnement. Donc sur le site internet, vous retrouverez
cette présentation pour le ballon solaire, avec les deux parties dont je vais parler aujourd'hui, d'une part les séquences, et d'autre part tous les reculs didactiques et la réflexion qui a été portée sur la réalisation de ce travail. Vous pourrez aussi consulter les avis des élèves, puisqu'ils ont gentiment participé à nos enquêtes et ils ont travaillé avec nous. Voilà, donc pour les reculs didactiques, eh bien, on va travailler en présentant évidemment le fonctionnement du système, mais on va surtout travailler en gradation. Je vais expliquer dans un instant. En interdisciplinarité, je vous en ai touché un mot, entre les sciences et la technologie, il y a une frontière qu'il faut parfois rétablir, et puis en y incluant le numérique, puisque tous les documents que nous avons réalisés, la recherche qui a été réalisée là-dessus est basée sur les projets du pacte d'excellence. Et vous savez que le numérique, preuve en est malheureusement en période actuelle, fait vraiment partie des apprentissages, non pas en tant que finalité, mais vraiment en tant qu'outil. Et on ne mesure peut-être pas encore l'impact tout à fait positif que ce Covid peut avoir, puisque de quasiment rien du tout, les élèves sont passés quand même, tout au moins dans le secondaire, puisque c'est là que je travaille, à une utilisation quasiment quotidienne de ces outils numériques. Alors ça soulève énormément de questions, on est bien d'accord, ça soulève beaucoup de problématiques à caractère socio-économique aussi, parce que moi je travaille dans une école où l'indice socio-économique n'est pas tellement élevé. On s'aperçoit quand même que les contraintes de vie de famille, les contraintes d'équipement, de matériel, ou bien le simple fait de pouvoir s'isoler dans une chambre et de pouvoir communiquer avec son enseignant, c'est pas si simple que ça, bien évidemment. Et donc, ça aura permis aussi de développer cet aspect, cette prise en compte, en tout cas, d'une certaine jeunesse qui est un petit peu désarmée pour l'instant. Alors, qu'entend-on par tout ce recul didactique? Eh bien, on va parler de gradation dans la manière de travailler pour en arriver à une formulation, une structuration de ce qui aurait été appris, mais aussi, je vous l'ai dit, d'interdisciplinarité, du fait de formuler des hypothèses, de passer des expériences à un modèle cognitif et de voir finalement comment ça va fonctionner, et puis de garder des traces de tout ça pour pouvoir y revenir et pouvoir peut-être se réapprendre ce qui a été vu avec un regard nouveau sur ça. Et ma collègue vous en a parlé tout à l'heure, le fait de garder des traces, d'avoir une réflexion aussi, va contribuer à cette forme de constructivisme, si je peux l'appeler de cette manière-là. Alors, quand on parle de gradation, de formulation, de structuration, eh bien, on va s'apercevoir que le problème, il est formulé pour un public cible. On ne va évidemment pas s'adresser à des jeunes de l'enseignement primaire comme on peut le faire avec des élèves de l'enseignement secondaire, mais on va aussi pouvoir revenir plus tard sur une même problématique. Et donc, l'étudier à une certaine époque d'un apprentissage, revenir plus tard à une autre époque sur ce même apprentissage et le faire progresser. Ce qui a pour effet de développer, et la nécessité, pardon, de développer des canevas, un canevas méthodologique qu'on va opérationnaliser et qui a été basé sur les travaux didactiques. Donc on ne va plus faire des sciences en disant on va faire pour faire, comme on peut le rencontrer dans pas mal de cours, où le professeur arrive et dit aujourd'hui on va faire je ne sais pas moi, la mesure de la période d'un pendule, ah bah oui c'est bien, mais pourquoi faire? Finalement, on ne se pose pas la question. Et moi qui travaille dans l'enseignement technique de qualification, je peux vous assurer que entre la richesse qu'on a avec des enfants du primaire et le côté fataliste que certains de mes élèves peuvent afficher, bah, je me demande où est passée toute cette belle énergie qui était là au départ. Et on fait pour faire, on ne fait pas en portant une réflexion. D'ailleurs, si l'expérience que nous avons vécue a été très riche avec les enfants du primaire, tant ils sont spontanés, curieux et avides d'apprendre, eh bien, je peux vous assurer qu'avec des quatrièmes techniques de qualification en sciences, on a perdu une partie de cette richesse-là, une partie de l'étonnement. Évidemment, c'est l'adolescence, évidemment, ça fonctionne autrement, mais je pense qu'il faut rappeler qu'on va faire pour comprendre et avancer, et non pas faire pour faire. Nous parlions d'interdisciplinarité, eh bien, voici un petit exemple avec quelques photos qui ont été prises pendant les réalisations. On va différencier les cours de sciences et les cours de technologie. Alors, si on peut avoir
des cours où on a une réflexion qui est posée, où on a une question qui est posée, mais on n'a pas toujours la même approche finalement. Et on peut se dire que comment fonctionne la montgolfière, c'est une question qui va se rapporter plutôt au cours de sciences. Comment fabriquer une montgolfière ou un ballon, là c'est plutôt une question qui se rapporte à la technologie et au cours de technologie. Alors on a dans les séquences que nous verrons tout à l'heure plusieurs approches. Et vous verrez que les enfants ont fait des propositions assez riches avec les contraintes qu'on leur a posées. Dans la partie qui porte sur la réflexion du travail qui a été réalisé, on va parler de malentendus scolaires. Florence en a déjà parlé tout à l'heure et on va vous donner un exemple par après. Les séquences, c'est la deuxième partie du web documentaire que vous pourrez consulter. Je vous ai mis ici la première page avec les étapes de toutes les différentes séquences. Ça va de construire le ballon à la dilatation de l'air en passant par l'initiation du code pour finalement récolter les données et voir ce que l'on peut en faire. Alors les premières questions qui viennent, c'est évidemment comment allons-nous construire ce ballon? Comment construire une sphère alors que l'on part d'une feuille A4 tout simplement? Donc la consigne qui a été donnée aux enfants avant de leur montrer ici cette découpe de pelure d'orange, c'était de les faire réfléchir, de les faire essayer, expérimenter, pour en arriver finalement à ces notions de volume. Ça, on l'a réalisé avec des élèves du primaire. Deuxième étape, comment est-ce que le ballon monte? On va un petit peu les aider en disant de quelle couleur est le ballon. Ils vont formuler leurs hypothèses par écrit. Et puis, on va quand même distinguer deux chemins légèrement différents. Pour les primaires, on va déjà partir par tout ce qui est sensorimoteur. Et donc, on va leur faire percevoir la différence de chaleur qu'il y a quand on met sa main dans une chaussette blanche et puis ou simultanément dans une chaussette noire et qu'on les met face à une source de chaleur, la perception sera différente. Dans le secondaire, cette étape-là, nous ne l'avons pas réalisée, mais par contre, on est passé directement à la mise en œuvre après les hypothèses d'expérimentation. Mais aussi bien en primaire qu'en secondaire, on a d'abord récolté des mesures, on a observé ces mesures pour pouvoir tirer les conclusions. Et donc, on va faire transparaître au travers de toutes ces attitudes-là la démarche scientifique. Alors, quand on parlait de malentendus scolaires, comment est-ce que le ballon monte? Eh bien, on peut avoir des réponses comme ceci qui disent tout l'air qui était à l'intérieur de la bouteille, puisque l'expérience ici consiste à enfermer, emprisonner de l'air dans une bouteille en mettant un ballon de baudruche dessus, puis à plonger cette bouteille dans un récipient qui contient un liquide ou bien qui contient de la glace, et on voit que lorsque l'eau a été chauffée, cette énergie se transmet aux molécules qui sont à l'intérieur de la bouteille et l'expansion des gaz va permettre l'augmentation de volume du ballon. Mais par contre, les types d'informations qu'on va avoir dans les relevés des élèves, c'est tout l'air est passé de la bouteille vers le ballon. Alors c'est là qu'on peut se rendre compte qu'il y a effectivement une question à se poser et que l'interprétation va aboutir à un malentendu scolaire qu'il faudra évidemment essayer de résorber. Quand ce ballon est construit, quand on sait comment il va monter, on va se poser la question de savoir comment peut-on mesurer, par exemple, le taux de CO2 qui est contenu dans l'air, comment allons-nous récolter ces données et finalement, est-ce qu'on peut trouver un lien entre, par exemple, l'augmentation de la température? Est-ce que l'influence de la température sera importante pour la mesure du CO2? Est-ce qu'on aura une variation en fonction de l'altitude? Rappelons quand même qu'on est limité à une hauteur de 60 mètres pour le ballon, puisqu'il y a une législation bien précise là-dessus. Et c'est ici qu'on revient à ce thème de l'interdisciplinarité en faisant intervenir le numérique. Donc de nouveau, toutes ces étapes ont été découpées. On est passé par des petits logiciels comme Lightbot, qui est la première icône que vous pouvez apercevoir là-bas, et puis on va
tout doucement aller vers la notion d'algorithme et puis de programmation. Nous avons utilisé Scratch, qui est une petite plateforme d'apprentissage sous la forme de déplacement de blocs, ce qui a permis après de programmer des petites cartes microbits, qui est un projet de la BBC qui a été lancé pour vulgariser l'utilisation du numérique auprès du plus grand nombre. Et nous avons utilisé alors des capteurs tels que celui qui est représenté sur l'image là-bas. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tous les événements parce que le WebDoc est bien plus performant que moi, tant nous y avons passé de temps pour sa réalisation. Par contre, je vais essayer de vous partager une petite vidéo qui est un résumé de ce qui s'est passé. J'espère que le son va pouvoir être transféré par les différents systèmes. Faites-moi signe si les choses ne vont pas bien, je ferai un commentaire. Pas de son. Le projet Ballon solaire est une série d'activités que vous pouvez mener dans le cours de sciences et de technologie en début du secondaire. Il s'agit de construire un ballon qui s'élève grâce à la chaleur du soleil, de récolter des données à l'aide de capteurs, par exemple un capteur de CO2, et de les analyser. Les élèves travaillent des notions de science, la dilatation de l'air, l'absorption de la lumière par l'enveloppe noire du ballon, et des notions liées au numérique, en travaillant, par exemple, le langage de programmation. Le scarabée, il est là. Donc en fait, nous, on va prendre l'angle qui est ici. Pour accompagner les enseignants, l'ASBL vous propose deux outils. Un dossier pédagogique accessible sur le site internet ainsi qu'un webdoc que nous allons vous montrer à présent. La séquence commence par une introduction au projet, les objectifs et les différentes étapes. Construire un ballon capable de s'élever grâce au soleil et d'embarquer des capteurs qui vont récolter des données en lien avec l'air et qui seront ensuite analysées. Ensuite, on propose aux élèves de construire à l'échelle d'une feuille leur propre ballon. Pour ce faire, ils disposeront d'une feuille A4 et doivent essayer de réaliser le plus grand ballon possible avec le moins de déchets. C'est donc une séance de technologie. Durant cette deuxième séance, les élèves doivent déterminer quelle couleur du plastique choisir pour chauffer le plus efficacement l'air qui se trouve à l'intérieur du ballon. Autrement dit, c'est la notion d'absorption de la chaleur qui est travaillée. Dans le secondaire, les élèves élaborent par deux un protocole d'expérience qu'ils testent. Celui-là, qui est bien à l'existant. Encore. Là, c'était genre de déverser des ceintures, c'est noté. Ce que vous avez mis dans les hypothèses, vous avez dit que le transparent irait mieux. Oui. Et la distance, elle compte ou pas? Vas-y, vas-y, tire vers toi. Tire. C'est du bon. Et ça va.
Prévue pour 4 périodes, cette séance permet de travailler le langage de programmation. Dans un premier temps, les élèves découvrent ce qu'est le langage algorithmique, puis passent au langage de programmation via des applications telles que Scratch ou encore Lightbot. Ils passent ensuite à Microbit, qui va être l'interface permettant de programmer les différents capteurs. Programmer votre petit scarabée pour qu'il réalise un tracé, mais dans losange. Les élèves construisent le ballon solaire et l'envol a lieu. Les volets sont récoltés à la hauteur maximale autorisée de l'envol, 60 mètres. La deuxième dessus. Tu commences ici et tu vas tout doucement. Pourquoi je fais ici? Le but c'est de pas avoir de... Bonjour. La partie recul didactique est construite sur base d'une recherche menée sur le projet. Cette recherche porte sur 4 points d'attention: le travail en gradation, l'interdisciplinarité, les malentendus scolaires et les intentions rationnelles. Par exemple, ici, les chercheurs présentent ce qui semble être un malentendu autour de la notion de ballon solaire. Voilà, j'espère qu'au sein, à l'intérieur de cette vidéo, vous avez pu comprendre un petit peu quels étaient les différents thèmes que nous avons abordés. Ben voilà finalement en résumé de quoi avons-nous parlé aujourd'hui. Nous avons parlé de canevas méthodologique, de la gradation dans les apprentissages, des activités cognitives, des malentendus scolaires, tout ça autour du thème du ballon solaire, de sa construction, et derrière tout cela, toutes les démarches à la fois relatives aux cours de technologie, relatives aux cours de sciences et à l'utilisation du numérique. Mais pour en faire quoi? Ben évidemment, pour aller chercher des données qui sont vraiment les outils les plus actuels sur le marché et qui se vendent évidemment à prix d'or. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce que nous avons pu vous proposer aujourd'hui. Je vous rappelle que la SBL peut accompagner certains d'entre vous qui auraient la volonté soit de réaliser le projet ici, mais aussi de participer à n'importe quel sujet qui est intéressé. Et la SBL, alors, dans le cadre des Stimuli Sciences, peut vous apporter son expérience. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, ils sont les bienvenus. Voilà, j'avais un enseignant qui me disait toujours qui ne dit mot consent ou dans le doute abstiens-toi. Merci pour votre attention. Je suppose qu'on peut considérer cette activité comme étant une activité STEM. Vous pouvez développer un tout petit peu? Mais voilà, donc nous, on est chargé de travailler justement ce thème, des STEM. Et donc, STEM, pour nous, c'est justement, enfin, la conception que j'en ai maintenant à force de rechercher un petit peu, c'est de se dire qu'on est dans un projet. Ici, je vois que vous êtes dans un projet, on construit quelque chose, et on allie dans ce projet les sciences, la technologie, les mathématiques, le numérique. Donc voilà.
Donc, est-ce que vous considérez que votre activité ici du ballon solaire est une activité STEM? À titre personnel, je vais vous répondre plutôt de cette manière-là. Moi, je pense que oui, bien évidemment. Ça me fait penser un petit peu aussi, on avait ce qu'on appelait la pédagogie par projet il y a une petite trentaine d'années, ce qu'on faisait avec les élèves de l'enseignement dit professionnel à l'époque, hein, les premières B, le premier accueil. Donc dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, on peut rapprocher cette activité à cela. Par contre, ce que l'ASBL va apporter ici derrière, ce qui est peut-être la différence, c'est quelle didactique est-ce qu'on va mettre en place au niveau de l'analyse des cours de sciences que l'on donne aujourd'hui, quel regard critique est-ce qu'on peut porter là-dessus, parce que trop souvent, et pour l'avoir aussi vécu en classe, on fait des sciences pour faire des sciences. On ne fait pas des sciences avec un objectif d'apprentissage un petit peu plus profond derrière, quoi. On doit quand même former des gens qui seront des citoyens responsables. C'est, si je ne m'abuse, dans tous les descriptifs des programmes de sciences, en tout cas dans l'enseignement secondaire. Donc si on n'arrive déjà pas aujourd'hui à les sensibiliser à des problématiques aussi importantes, mais comment est-ce qu'on va pouvoir s'y reprendre par après? Alors, je dirais qu'on ne doit pas sombrer non plus dans ces fameux cours à projet à l'époque des premiers accueils dont je vous parlais, parce que les enfants, ils en faisaient en français, en mathématiques, en géographie et dans l'ensemble des cours. Donc à la fin, si on étudiait les abeilles, ils en avaient jusque-là parce qu'ils en avaient parlé pendant des jours et des jours. Donc il faut peut-être revoir ce modèle-là, et le ballon solaire n'est pas si inintéressant que ça. Il ne nécessite pas non plus le fait de devoir aborder les notions dans l'entièreté des cours. Ici, on l'a présenté sous une forme scientifique et technologique, avec en plus ce regard didactique sur les activités. Oui. L'interdisciplinarité est quand même vraiment bien présente dans ce projet. Ouais. Moi, je la qualifierais en tout cas tout à fait d'activité STEM. Surtout qu'il y a aussi, si mes souvenirs sont bons, dans les STEM, il y a cette importance d'éduquer aux technologies futures. Non, ou je me trompe? Je pense qu'il doit y avoir ce volet-là. Et qu'ici, clairement, comme Georgie l'a dit à la fin, ce ballon solaire, il est utilisé pour envoyer des capteurs. Et puis, on pourrait aller jusqu'au relevé de données aussi. Oui, l'interprétation des données. L'interprétation, la création de graphiques. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ce ballon, parce que vous disiez c'est maximum 60 mètres, et quoi, il était accroché à... Vous aviez une corde pour le retenir? Tout à fait, oui. Oui, on a dû mesurer évidemment les cordes qu'on a utilisées. Alors, il faut savoir que ce soit pour la voile ou pour le ballon, l'importance du vent, ça c'est vraiment terrible. À partir de 10-15 km/h de vent, il ne faut pas vouloir faire monter le ballon à ce moment-là. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que si on a bien réussi à gonfler le ballon, le soleil, oui, une journée idéalement froide, mais avec du soleil. Et ce simple rayonnement va permettre l'augmentation du volume à l'intérieur du ballon. Mais ce qu'on a constaté comme phénomène, c'est que si on a un vent extérieur supérieur à 10 km/h, il va agir en poussant sur l'enveloppe du ballon, il va faire ressortir de l'air. Et donc, le phénomène ne va pas pouvoir se réaliser et le ballon va tomber. C'est ce qu'on a surtout constaté au 3e envol, qu'on a réalisé le 20 mai l'année dernière, si je me souviens bien. Et là, il faisait magnifique. C'était vraiment les conditions idéales, mais on a eu juste un tout petit peu trop de vent. Voilà. Alors, il faut bien penser aussi à fixer les capteurs dans la petite nacelle, parce que quand il y a du vent... Vous imaginez bien que les cartes microbits se débranchent, et puis alors les enfants disent « Monsieur, je n'ai pas de résultat, qu'est-ce qui se passe ?» Mais alors voilà, c'est l'occasion aussi de repartir de nouveau et de rebondir, puisque au travers de tout ça, il y a quand même la démarche scientifique. Donc ça consiste à être en alerte en permanence, à se poser des questions et à essayer de
de tenter d'y répondre, peut-être de plusieurs manières. Mm. Ah, approuvé, merci. Désolée. Mais c'est vrai que c'est en hiver qu'on fait les plus beaux voyages en montgolfière. Mon papa a été pilote de montgolfière, donc j'ai de nombreuses années derrière moi de vol. Et c'est vrai que voilà, on doit chauffer nettement moins en hiver, donc c'est top. Bien sûr. Comment s'appelle ce film sur... Là-haut. Non. Il n'y a pas longtemps, c'est passé Les Aéronautes, quelque chose comme ça. Ah, je connais pas. Et ça raconte l'histoire d'une dame qui s'est lancée avec une autre personne dans cette aventure du ballon. Oh, je vais le retrouver parce que je me suis dit que c'était une très belle introduction pour la présentation, puis finalement je n'avais pas été glissé. Mais c'était très 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 chouette. Voilà. Je ne trouve plus le titre, ça reviendra. Mais voilà, alors si vous n'avez pas de questions, vous avez peut-être envie d'un café. C'est une petite pause. Ou bien une petite boisson rafraîchissante. Là, on est toujours avec un peu de soleil aujourd'hui. C'est bien, on est content. Merci beaucoup. Voilà, et donc pour ceux qui prolongent, de nouveau, c'est le lien envoyé par Raphaël Streckmans pour la 3e présentation. Ok, ça va. Un grand merci en tout cas. Merci beaucoup. Et on ne manquera pas de vous solliciter pour la suite. Ah oui, à mon avis. C'est gentil. Merci. Bonne continuation à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.